Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? On ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Salut à toutes et à tous, bienvenue au FAP, le Forêt Academy podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Cela fait un petit moment qu'on s'était absenté et on va donc vous souhaiter une belle année 2022 déjà, qu'elle soit marquée par le maintien de Saint-Étienne en Ligue 1, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et on profite aussi pour vous remercier, vous qui nous écoutez et ceux qui nous ont réclamé un nouvel épisode parce que ça fait toujours plaisir. Pour l'heure, et pour vous accompagner tout au long de ce podcast, voici la fine équipe de la Forêt Academy, en commençant par celui qui a validé le mercato de la SSE, car, comme son nom l'indique, il aime le recyclage, j'ai nommé Roland Grandmerdier. Roland, bonsoir. Bonsoir messieurs, et bonne année donc, même si on est en février, je vous la souhaite, on n'a pas eu l'occasion de se le dire avant. Et pas en l'antenne en tout cas. Ouais. Donc niveau recyclage, j'ai entendu dire que tu t'étais attaché à des derniers petits tout venant de la SSE, le petit Tube. Oui, mon petit Sada Tube. On en reparlera un petit peu plus loin, mais c'est vrai que je pense qu'on tient une pépite là. À mon avis, il va beaucoup nous faire rire cette saison. Et il y en a un autre qui nous fait rire, le deuxième larron. Vous le connaissez et j'ai enfin le plaisir de vous annoncer son retour. C'est pas Trémoulinas, ni Gomis, certainement pas Guy Lavogui, alors c'est pas Obama non plus. J'avais sa fiche là, juste là. Ah, Robert Binouzaret. Un renfort de bien meilleure qualité que les noms précédemment cités. Robert, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut les gars, ça va? Bah écoute, oui. On n'a même pas eu droit au petit hello là. C'est quoi ça? C'est 2022 là, ça y est, il y a un changement. Tu vois, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu qu'on en perd les bonnes habitudes. Bon, en tout cas, contrairement à Trémoulinas, j'ai pas été vu du côté de Château-Creux. Hein. Et moi, ça fait plaisir d'être de retour, en tout cas, les gars. C'est bien plaisir, ça fait longtemps. Je suis content d'être de retour parmi vous. Bah, tout pareil, c'est une des raisons qui fait qu'on va bien, parce que bon, les temps prêtent pas trop à sourire en ce moment. Et pour finir, du coup, votre serviteur, Roger Rocher, j'ai l'honneur de présenter ce numéro 14 du FAP. Numéro 14, ça m'évoque Johan Cruyff, Thierry Henry, et chez nous dernièrement, vous le savez, c'était Ignacio Ramirez, il y a eu Jean-Philippe Crasso, Pierre-Yves Poloma, Landry Nguemo. Voilà, c'est pas la même mayonnaise, et on préférera se rappeler des Brandao, Feindouno ou Zimaco, à qui on rend encore hommage. Et donc au menu de ce numéro 14 du FAP, en première mi-temps, on va faire un premier bilan de l'arrivée de Duprat à la tête de l'équipe, parler des dernières rencontres des Verts. On aura droit à une nouvelle rubrique, des pipes et des mots. Et dans la deuxième mi-temps, nous allons nous focaliser sur le mercato, ce qui a marché, ce qui a bien sûr échoué, on y est habitué, et les rumeurs qui l'ont émaillé. Le Forêt Academy Podcast, épisode 14, c'est parti, jingle. Voilà, moi je suis un mec simple, j'ai une paire de couilles par contre. Et voilà, on a un mec simple qui est arrivé au club, qui vient pour nous remettre sur les bons rails, nous remettre les pieds sur terre. Donc voilà, on n'avait pas eu l'occasion de débriefer le départ de Puel. Donc ce clap de fin, qu'est-ce que cela vous a inspiré, messieurs? Roland, veux-tu ouvrir le bal? Allez. Clap de fin un peu triste. Hein. On attendait forcément beaucoup de Claude Puel, qui est arrivé quand même avec on va dire l'aura d'un coach formateur qui était capable de poser les bases d'un club et puis ensuite de pouvoir le faire grandir. Généralement, le club gagnait des titres après son départ, donc on s'était dit que on aurait bien aimé qu'il fasse la même chose avec nous. Ça n'a pas été le cas. Bon, voilà, pour diverses raisons. Hein. De toute façon, on pourra réévoquer ça, je pense, tout au long du podcast. Mais ouais, un peu triste de la fin de Puel, surtout que il s'est fait virer un peu comme. On l'a balancé un peu comme une vieille chaussette. Romeyer, on a encore mis une couche derrière en disant que c'était. On lui avait donné une enveloppe de budget, il n'en avait pas voulu, etc., etc. Bon, voilà. Bref, une fin pas terrible, mais on a un peu l'habitude en ce moment avec la SSE, donc.
Voilà, un petit regret de le voir partir, mais voilà, on était dans une situation sur laquelle ils ont estimé que il fallait faire réagir un petit peu le club et les joueurs. Et en général, c'est l'entraîneur, c'est le fusible idéal, donc il a sauté. Mm, mm. C'est le même avis pour toi de ton côté, Robert? Oui, globalement, c'est sûr que le départ de Puel semblait inéluctable, on va dire, à la fois pour essayer de changer quelque chose. De toute façon, quand vous avez que 12 points à la mi-saison, c'est souvent l'entraîneur, c'est le premier fusible, hein, il n'y a pas d'autre solution. On s'est souvent fait taxer au FAP de pro-Puel. Donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais bon, ce serait intéressant aussi de revenir sur son bilan. Là où je relance, c'est que je pense qu'il n'a pas eu toutes les cartes en main pour exprimer son potentiel d'entraîneur et de formateur. Voilà. Par contre, je pense qu'il a eu aussi pas mal de choix largement critiquables qui ont précipité, en tout cas, même si on va dire que sa mort a été lente à Saint-Etienne, parce qu'il aurait quand même pu sauter. Il y a des entraîneurs qui auraient sauté quand même depuis un moment. Voilà, c'était inévitable étant donné la situation sportive. Après, j'ai pas vraiment d'avis sur l'arrivée de Dupraz. Moi, je suis tellement inquiet par le niveau de jeu de l'effectif que je pars du principe qu'on pourrait mettre Guardiola ou Klopp avec ce niveau-là d'effectif aussi mal équilibré et des joueurs aussi mauvais et surtout beaucoup de jeunes qui clairement sont jetés dans le grand bain de la Ligue 1 et qui n'ont clairement pas le niveau requis. Moi, on pourrait mettre n'importe quel entraîneur. Je pense que ce groupe, alors je parle avant le mercato, hein, on parlera mercato et des mais je pense qu'on peut mettre n'importe quel entraîneur. Du niveau, je suis de base de toute façon très inquiet pour le maintien. Voilà. Ouais, moi, je vais juste revenir en fait sur le fait qu'il aurait pu sauter avant, c'est vrai. Apparemment, sa lettre de démission était déjà prête depuis un moment, et il a eu un petit sursaut en gagnant 2 matchs de suite là, donc contre il y avait Clermont et Troyes, et donc ça lui a accordé un petit sursis, mais ça n'a pas duré très longtemps et finalement il s'est fait débarquer comme prévu. Voilà, donc c'est pour dire que malgré tout, je pense que Puel, il avait quand même l'épée au-dessus de la tête depuis un moment et que la direction n'attendait que le bon moment pour s'en séparer. Et malgré ça, on a senti qu'ils étaient un peu dans l'improvisation pour la succession. Alors c'est vrai que tu vas pas préparer l'après-Puel alors qu'il est vraiment encore là et tu vas pas lui savonner la planche et puis saper le moral de l'équipe, mais parce qu'on sait que forcément ça fuiterait. Mais il y a eu quand même quelques semaines avec les rendez-vous avec Dupraz, donc Guillon, Hans. Cette valse des entraîneurs, ça vous a pas un peu alerté, agacé? Moi non, j'ai envie de dire c'est un peu malheureusement le lot de tout club professionnel qui est dans une situation compliquée. On est obligé aussi de regarder le marché et quand, comme je disais tout à l'heure, c'est l'entraîneur, c'est le premier qui saute dans ce genre de situation. Donc forcément, c'est logique à la fois que les dirigeants, pour ce qui reste des dirigeants à Saint-Etienne, consultent et essayent d'aller chercher ailleurs. Ça se fait de partout et malheureusement, ça fuite. Hein, ça c'est Après, moi, ce que je remarque encore, c'est que c'était encore une fois pain d'air, quoi, au niveau des bureaux de la direction, parce que il y en avait pas un qui était d'accord avec l'autre. Il y avait par exemple Cayazo qui poussait pour un entraîneur, il y avait Romeyer qui poussait pour un autre. Ils étaient même pas d'accord sur le profil, comme d'hab. Et donc en fait, ce qui fait qu'on perd encore du temps, on donne une impression d'une direction qui sait pas encore où elle va. Alors je parlerai même pas de la vente du club parce que on sait même pas où ça en est. Mais voilà, donc c'est sûr qu'après, qui a envie aussi de se jeter là-dedans, quoi. Je pense qu'il fallait clairement trancher de toute façon avec la méthode Puel, parce que bien qu'on l'ait défendu ici, il faut reconnaître, on a longtemps souhaité, et moi le premier, ce qu'ils remettent au travail certains joueurs et certaines habitudes, et on sait qu'il y en a pour qui ça s'est mal passé, comme un certain Stéphane Ruffier. Mais là, je pense qu'il y a besoin d'une vraie cassure et d'un management beaucoup plus. Aujourd'hui, ce que cherche aujourd'hui le footballeur moderne en 2022, quoi, c'est-à-dire être chouchouté, un peu le côté cocooning. C'est les relations proches entre les joueurs et l'entraîneur, c'est ce que les joueurs ont besoin maintenant. Donc, je pense que le choix de Dupraz, en tout cas, part principalement de là et aussi de son succès dans les opérations maintien.
comme il a pu le faire à Evian. Et Evian et Toulouse, évidemment, vu que ça a été immortalisé. C'est vrai que le style Duprat est vraiment basé sur l'affect. On le voit, il est même parfois tactile avec les joueurs, que ce soit à l'entraînement ou avant de les faire rentrer en match. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà de l'accueil du groupe, que ce soit par rapport à Duprat, l'homme, le côté humain donc, purement management, et aussi sur les changements tactiques et sur les premières dynamiques qui se sont dégagées au fil des matchs. Roland. Ouais, enfin le groupe, je sais pas moi comment il réagit par rapport à l'arrivée de Duprat. Je pense que de toute façon, il y en a quand même un paquet, je pense, qui était content de voir Puel partir. On va pas se mentir. Puel n'a pas été quelqu'un, à mon avis, qui était vraiment dans l'affect, comme peut l'être Duprat. Mais Duprat, des fois, il est dans l'affect jusqu'à la nausée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, des fois, je lis les retranscriptions de ses conférences de presse. J'ai l'impression d'être gluant, tellement c'est mielleux, tellement c'est bienveillant, mais jusqu'à la nausée, comme je disais. Donc, bon, voilà. Donc c'est quelqu'un qui pour moi, Duprat, de toute façon, l'image que j'en avais, je n'étais pas fan de l'entraîneur, pas non plus très fan du bonhomme. Voilà, parce que pour moi, c'est un mec qui aime beaucoup les médias. Donc il va énormément jouer avec eux, que ce soit en bien, que ce soit en mal, mais il va souvent se mettre en avant. Donc ça m'énerve un petit peu. Ouais, mais le problème, Roland, maintenant, c'est que pareil, dans le foot actuel, quand tu as des journalistes qui interviennent autant et qui ont autant de poids dans un club, tu es obligé à un moment donné, et Galtier l'avait très bien compris, il le faisait très bien, de réussir à te mettre les journalistes dans la poche, ce que Puel détestait et ce que Puel a d'entrée arrêté de faire et a eu cette cassure-là de dire moi les journalistes ça ne me regarde pas et ils n'auront aucune info et ils rentreront pas dans le club et je verrouille tout. Et malheureusement, Duprat, il est pas clair dans ses déclarations, parce qu'à un moment il dit moi je lis jamais la presse, et puis après il veut faire des documentaires en interne, il veut énormément parler aux journalistes. Moi je parle pas de jeu, moi je sais pas ce que ça veut dire faire tourner son effectif, et puis après il fait là on va faire du turnover machin, et commence à vouloir parler de tactique, à dire on sera pas toujours sur une défense à 3, là j'ai voulu solidifier défensivement. Bon, il dit tout et son contraire, donc en fait lui ce qu'il aime c'est la parlotte quoi. C'est blablater, c'est tout ça. Galtier, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Galtier, il jouait avec les journalistes, mais en fait il leur donnait ce que les journalistes voulaient. Mais après, il se mettait jamais en porte-à-faux par rapport à son groupe ou par rapport au public. Alors que Duprat, j'ai l'impression qu'il est il est sur la corde raide, quoi. Il fait un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Il n'y a pas vraiment de direction. Que Puel avait détestait l'exercice. Puel, c'était l'inverse, ouais. C'est l'opposé. Il avait une voix énorme, quoi. C'est-à-dire que il venait pas, c'était la même chose, quoi. S'il venait pour rien raconter, c'était du vent. Donc ça avait ses limites aussi. Hein. Ouais, bon. Après, voilà, quoi. Enfin, on peut reparler un peu de Duprat, mais pour moi, tactiquement, Pascal Duprat, voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer sur la corde sensible et qui va être plus un coach de discours et de motivateur, on va dire, que vraiment un génie tacticien, quoi. Enfin, sur les matchs que j'ai vus, j'ai pas vu plus de jeux que Puel, hein. Je suis désolé, hein. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours des équipes qui savent pas vraiment où elles se situent sur le terrain. Donc bon, on verra. En tout cas, si je peux rajouter un petit quelque chose, je sais qu'on cherche à me censurer sur le sujet, mais oui, parce que mon cher ami Roland Grosmerdier cherche à me faire taire. Mais je suis quand même, j'aurais bien aimé qu'on tente un petit entraîneur qui est en train prometteur, qui commence à faire parler de lui, un certain Bruno Irles. J'aimerais tellement qu'il descende. J'aimerais tellement qu'il descende. Une petite pensée à mon ami Florian de Vougy, qui est également un fidèle, un fan de Bruno. Ah, mais expliquez pourquoi vous êtes fan de Bruno Irles. C'est parce que le mec, il vient de votre bled, quoi. C'est tout. C'est pas parce qu'il est bon, c'est juste que c'est un mec qui a bu des ricards avec vous, parce que vous êtes tous alcooliques là-bas, on le sait. Voilà. Vous verrez. Il va maintenir 3 et il ira loin. D'accord. On en reparlera. Entraîneur de la Saint-Etienne dans quelques années. Ouais, bon, d'accord. Ah, ouais. Mais tu te trompes, hein. Tu parles de Batless, là. Écoutez, peut-être on va être acheté par des Russes et puis ils vont nous ramener Mourinho, je crois. Voilà.
Un petit interlude dans ce petit focus sur Duprat et sa méthode. On parlait des conférences de presse. Il y a eu quelques bons mots dernièrement. Donc, on a une petite rubrique qui s'appelle des pipes et des lettres, où en fait, le principe, c'est on se repasse des déclarations qui ont été faites par des acteurs du club et on y réagit ou alors on les débriefe à la lumière de ce qui est arrivé par la suite. J'ai pas réussi à avoir les enregistrements de certaines de ces déclarations. De toute façon, il y en avait une. C'était pas possible, c'était dans la presse écrite. Donc, je vais vous lire ces citations et ensuite, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, la première, c'est Duprat en conférence de presse. Alors, celle-ci, elle m'a fait souffler dès que je l'ai entendue. C'était avant le match contre Bergerac. Et il dit « Il n'est pas dans mes intentions de galvauder ce match. Je ne suis pas gavé à ce point de performance et de présence au Stade de France. J'y retournerai bien. » Bon, après le match indigent qu'on a eu face à cette équipe de National 2, que vraiment on peut saluer leur match, ils ont joué avec beaucoup de cœur et en plus du talent. On va pas non plus juste parler d'un petit pousset, etc. Je trouve que c'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre, en fait, ce genre de déclaration. On voit qu'on est au fond du trou pendant toute la saison. Et là, on va parler de Stade de France. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Robert. C'est comme la déclaration de Mangala aussi, juste avant le match, qui dit pareil, on se donne rendez-vous en mai au Stade de France. Moi, je n'y prête pas trop d'importance parce que, honnêtement, vous regardez, je crois qu'on avait déjà eu le débat en plus dans le FAP, de mon avis personnel sur les conférences de presse d'avant-match qui, pour moi, sont une aberration et qui ne servent strictement à rien. Et vous regardez les conférences de presse de tous les coachs avant la Coupe de France, tous les coachs ont eu la même phrase, oui, on a envie d'aller au Stade de France. Donc, moi, je m'arrête pas à ça. Évidemment, tu gagnes, tu te dis, on s'en rapproche. Donc, tout en parle. Et puis, tu perds, tu passes pour un couillon parce que tu t'es fait éliminer. Donc, j'accorde franchement pas plus d'importance que ça. Parce qu'il y a d'autres entraîneurs avant lui qui ont eu ce genre de phrase et qui se sont fait éliminer. Ouais, moi j'ai rien à dire là. Franchement, c'est comme le dit Robert, c'est des déclarations qu'on entend tous les ans avant chaque tour de Coupe de France. Bon, et puis au final, souvent les paroles ne sont pas suivies des actes. On l'a très bien vu face à Bergerac. Si tu as vraiment envie d'aller au Stade de France, tu te présentes pas face à une formation de National 2 qui est plus réputée pour sa défense que pour son attaque, avec 7 joueurs à vocation défensive. Ouais, voilà. On est bien d'accord. Donc on parlait des effets de ces déclarations. Après, il y a Colo qui s'est confié juste après le match et il dit « On a la possession mais on n'est pas dangereux. Dans les duels, on a manqué de répondants à certains moments. Il y avait un terrain très difficile qui ne nous avantageait pas, c'est sûr, mais lorsqu'on ne fait pas les bons gestes devant la surface, on ne marque pas et ça fait chier. Ça nous tenait à cœur de nous qualifier, on défend bien et on manque de concentration, on prend un but. Il faut être plus mordant devant le but, sincèrement. Il faut avoir plus envie de marquer et il faut être plus tueur. » Et il ajoute « On joue trop à la balle par moment, dans des zones où il faut accélérer le jeu. C'est vrai que ça met un petit coup au moral. On passe limite pour des cons. » Avant ce match contre Montpellier, on passe pour des cons en fait. Et pas que les joueurs, même le peuple vert, quoi. Franchement, c'était dur à vivre derrière. Comment tu peux dire ça, quoi? Voilà. Du niveau qu'il a, ses prestations, le nombre de points qu'il nous coûte par saison, comment tu peux te permettre de l'ouvrir et d'aller dire ça, quoi? Occupe-toi déjà de bien défendre, ce que tu n'arrives même pas à faire. Ok, on marque pas de but devant, mais on a réussi à bien défendre tout le match contre Bergerac jusqu'à la 80e. C'est défendu, j'ai fait un bon match. Mec, c'est lui la blague, c'est lui qui passe pour un con. Franchement, il ferait mieux que ça. Alors, moi, il y a un truc. Alors, je te donne la parole juste après, Roland, désolé. Il parle d'expérience. Il dit, notamment lorsqu'il parlait du mercato, il disait voilà, on a des joueurs qui ont de l'expérience, qui arrivent, etc. Justement, il est censé avoir de l'expérience, ne pas taper sur ses attaquants, parce que là, il y a aussi le risque que il y a des mots dans le vestiaire derrière.
Alors peut-être qu'il y a un abcès à crever, mais ça me semblait assez hasardeux en fait comme déclaration. Ouais, enfin lui de toute façon il est complètement à la rue depuis le début de la saison, voire bien avant. Il est nul sur le terrain, il est nul en conférence de presse. Au final, il est nul partout. Bah, il est constant au moins quelque part, c'est bien. Mais c'est dans la nullité, quoi. Donc, bah voilà, moi, tout ce que j'espère, c'est que Mangala, qu'on a recruté, sera prêt contre Montpellier et qu'il va le foutre sur le banc. Parce que moi, j'en peux plus. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une défense centrale avec 2 défenseurs centraux, pas 3, et que ça soit So Mangala ou Moukoudi Mangala. Hein, voilà. Mangala, j'espère vraiment que ça sera notre pierre angulaire de la défense. Mais Kolo Djezak, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, terminé. Ah, je crois qu'on est 3 dans ce cas-là, au FAP. Vous allez voir qu'il va le laisser dans l'équipe et qu'à la limite, il le rebasculera à gauche. Hein, mais voilà, mais après, on va encore reparler de Duprat. Mais le gars, il dit j'ai regardé tous les matchs de Saint-Etienne, blablabla, j'ai vu les carences, les machins, gna gna gna. Et puis par contre, il te met Kolo Djezak capitaine. Alors oui, Wabi Kazri était à la CAN. Mais pourquoi lui, en fait? Parce que c'est le plus vieux, parce que c'est censé être le mec qui a le plus d'expérience. Vous voulez le responsabiliser peut-être, mais non, en fait. Ça marche pas. Donc Kolo Djezak n'est pas capitaine, il n'est pas exemplaire sur le terrain et voilà, et tu te tires une balle dans le pied avec un mec comme ça, capitaine. Donc ça aussi, c'est un choix de Duprat que je ne comprends pas. Après, à qui on donnerait le brassard sinon? On le redonne à Camara ou j'en sais rien. Ouais, il y a Kazri qui revient. Là, j'espère que Kazri reprendra le brassard. Ouais, ce serait le choix logique. Et derrière, oui, peut-être Moukoudi à la limite, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a l'air d'être un leader dans le vestiaire. Ouais. Mais Camara après, sinon. Enfin, je veux dire, il a été capitaine en début de saison, ça serait pas illogique qu'il retrouve le brassard. Il a pas non plus. Moi, je pense pas une grande saison, mais bon. Pour le plus grand plaisir de Roland, il faudrait que ce soit Youssouf capitaine. Ah oui, magnifique. Ah oui. Ouais, Youssouf. Ah. Quel grand joueur. Grande dérougador. Donc troisième et dernière déclaration qu'on va passer au crible, c'est en fait une interview de Puel qui a été contacté par des journalistes suite aux déclarations de Romeyer. Donc on le rappelle, Romeyer disait que Puel avait fait preuve d'orgueil cet été, qu'il n'avait pas demandé à ce qu'il y ait des renforts et qu'il y avait des sous, qu'on allait les dépenser cet hiver. Bon, on en reparlera un peu plus tard de ça. Pour le moment, Puel, du coup, a dit « Lorsqu'un entraîneur quitte un club, il est tentant de lui faire porter toutes les responsabilités d'une situation et par respect pour ce que représente la SSE et l'objectif de fin de saison, à savoir le maintien, je n'ai nullement l'intention de perturber staff, joueurs dans leur entreprise. C'est pourquoi je ne polémiquerai pas quant aux inexactitudes et les contradictions tenues dans le progrès par la direction du club me concernant. Je reste attaché à la SSE, à son devenir et toutes les personnes que j'apprécie en son sein, salariés, staff, joueurs, et auxquels je souhaite le meilleur. » Moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct comme déclaration. C'était à l'image de la communication de Puel depuis qu'il était arrivé au club. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Dis-moi. Non. C'est à son image, c'est sobre, il veut pas créer de polémique inutile, il sait que le club traverse une période difficile et qu'il a d'autres chats à fouetter que de se répandre dans la presse et de jouer la guéguerre des déclarations entre l'ancien entraîneur et le président. Voilà, c'est une déclaration qui est tout à l'honneur de Puel. Encore une fois, Romeyer aurait dû tourner cette fois sa langue dans sa bouche et boire un petit peu moins de suze avant d'aller parler aux journalistes, parce que là, il est encore une fois à côté de la plaque. Il tape sur les mecs, il l'avait déjà fait avec Printemps, on se souvient de sa grande déclaration, comme quoi il avait été surclassé, que c'était un numéro 2, etc., alors que l'autre, il était encore en train de pisser sur le cadavre fumant de Printemps. Donc ça fait déjà 2 fois que Romeyer manque énormément de classe vis-à-vis de ses anciens entraîneurs. Il faudrait peut-être qu'il se pose la question de savoir si c'est pas lui un peu le problème. Donc non, voilà, Puel a très bien réagi et je pense qu'il a bien fait de pas rentrer dans ce débat stérile.
Ouais, c'est un petit peu une partie de poker menteur de toute façon. C'est-à-dire que Romeyer est obligé de laver l'image du club et son image aussi. Ouais, c'est surtout son image qu'il a. Ouais, C'est voilà. surtout la sienne, ouais. Et ses choix, donc il est obligé de. Voilà, c'est vraiment du poker menteur et c'est vraiment la communication pour essayer de se mettre les supporters dans la poche. Et puis de l'autre côté, et donc de tout faire porter à Puel. Et de l'autre côté, tu as Puel qui, lui, rentre un peu dans une sorte voilà, qui veut aussi laver son image, qui veut partir, on va dire, malgré les résultats sportifs très décevants, qui veut laver son image parce qu'il pense aussi à la suite, parce qu'il a sans doute d'autres challenges d'entraîneurs qui l'attendent. Et voilà, je pense qu'on verra dans 6 mois, mais je pense qu'il aura largement l'occasion de s'exprimer sur lui, son avis sur la situation. Moi, je ne m'attarde pas trop sur ces déclarations, dans le sens où, de toute façon, non seulement on ne sait pas tout, et je pense que les torts sont largement partagés d'un côté Non, comme mais de l'autre. c'est sûr que de toute façon, enfin, ils recommencent à interroger un petit peu Puel, mais je pense qu'ils vont attendre que la saison se termine et il y aura une interview vérité de Puel cet été, quoi. Donc, Certainement. ça fait aucun doute. Il y en a une autre déclaration qu'on n'a pas eue dans cette rubrique, c'était Romeyer, parce que tu m'y as fait penser, Roland. Romeyer qui disait qu'il avait beaucoup apporté à la SSE, etc. Ouais. Bon, je crois qu'ils oublient un peu les deux, hein, président, que sans Galtier, c'était un merdier pendant 7 ans et que ça se trouve, on serait descendu avant. Hein, parce que... Non, mais après, faut pas refaire l'histoire. De toute façon, Romeyer, quand il arrivait à la SS, on en avait besoin. Je veux dire, on était au fond du trou, il a mis des pics dans le club. Voilà, mais par contre, il faut pas non plus que lui, il se repose uniquement sur ça, quoi. C'est-à-dire que oui, il a mis des billes dans le club, il l'a sauvé à un moment, mais là, il est peut-être en train de l'entraîner à l'endroit où il l'a récupéré, quoi. Donc, est-ce que c'était ça le but de son passage à Saint-Étienne? Donc non. Enfin, Ouais, clairement, je pense qu'il a loupé le wagon de la vente à un moment donné. Ah bah ouais, clairement. Il l'a acheté au moment où il fallait parce que le club allait très mal et j'ai envie de dire, il a fait quand même des bonnes choses au club. Moi, j'ai envie de dire que c'est un. Moi, je veux pas. Il a beaucoup de défauts, mais ça reste quand même un homme entier, un vrai Stéphanois et on a quand même longtemps apprécié d'avoir un mec local qui tenait les rênes du club. L'autre, je ne porte évidemment pas du tout la même estime. Hein. Vous savez ce que j'en pense de notre ami là-bas qui se fait bronzer à Dubaï. Mais voilà, je pense qu'il a un peu loupé le wagon de la vente au moment où le club allait bien. Comme on dit souvent, hein, c'est comme dans les affaires. Hein, des fois, est-ce que c'est pas quand on est tout en haut, il faut savoir aussi passer la main. Et là, maintenant, on est clairement sur une phase descendante. Donc, comme tu dis, est-ce qu'il va pas boucler la boucle et laisser le club là où il l'a pris, quoi. En parlant du coup de cette question de maintien, on revient à Duprat et quel bilan dressez-vous du contenu de ces premiers matchs, Roland? Bah, ce qu'on peut dire, c'est que, et puis il l'a confirmé là juste avant Montpellier en conférence de presse, c'est que lui son but c'est de pas prendre de but. Voilà. Donc moi je suis ok. Hein. C'est vrai qu'on avait une défense qui était quand même un peu passoire. Hein. On va pas se le cacher. Par contre, j'en ai déjà parlé. Est-ce que jouer avec 7 défenseurs à vocation défensive face à une nationale 2, est-ce que c'est la meilleure solution? Non, ça ne marche pas. Enfin, il a une seule victoire en Ligue 1, il a 2 victoires en Coupe de France face à des N2 en plus. Donc il n'y a pas de quoi non plus pavoiser. Et comme je le disais aussi un petit peu avant, le contenu est quand même assez affligeant. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours une équipe qui est coupée en 3. Donc, il y a un énorme bloc défensif qui est souvent très fissuré, mais bon, ça, c'est un autre problème. Il y a Boudbouz qui est un peu électron libre, il est au milieu et il essaye de mettre un peu de liant et de faire le meneur de jeu. Et puis, il y a 2 attaquants qui savent pas trop où se placer, qui courent un peu dans tous les sens et qui sont jamais dans la bonne zone. Donc, voilà, au final, on prend des buts parce que la défense est pas au top. On marque pas parce que les attaquants sont jamais placés au bon endroit et au final ça fait beaucoup de défaites. Donc moi je trouve que Duprat pour l'instant, si on fait le bilan de ce qu'il a fait depuis le début depuis son arrivée, ça a rien changé. C'est un peu mieux parce qu'on prend peut-être moins de buts dans l'ensemble. Mais il faut pas non plus se leurrer, hein. C'est quand même pourri, quoi. Et si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, on se maintiendra pas, c'est sûr.
Après, il y avait un truc, tu parlais du placement des attaquants. Souvent, ça a été des gars dont c'était pas le poste de formation. On a eu Boudbouz en pointe, on a eu donc Nordin et Sako. Ça, c'est lui qui l'aimait. Hein. C'est Voilà. aussi ses choix. Hein. C'est-à-dire, quand il met Youssouf piston droit, qui remet Hassan Diouf au Ouais. milieu, enfin, bon, voilà, c'est ses choix. Je veux dire, il a la possibilité de faire autre chose. Hein. Il n'est pas obligé de faire ça. Quand t'as pas d'attaquant de pointe, ton seul attaquant, il est à la canne, ton seul bon joueur, il est à la canne, que c'est Crasso comme solution qui te reste, ou bon, Ramirez, il l'a très vite sorti, il est parti. Mais moi, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Roland, c'est que moi, j'en ai rien à faire qui joue mal. J'ai tellement vu d'équipes se maintenir en étant nulles, mais nullissimes, et des équipes descendre. Il y a des équipes certaines années qui sont descendues en pratiquant, franchement, honnêtement, un bon football. Hein. Même tu regardes maintenant, il y a des équipes qui sont mal classées. C'est loin d'être celles qui jouaient le plus mal. Hein. Et d'ailleurs, avec Puel, là par contre, je te rejoins, c'est que sous Puel, on jouait quand même plutôt pas mal. On a souvent dit qu'on a eu des défaites souvent en disant purée, elle n'était pas méritée, on a bien joué. Moi, maintenant, s'il faut en passer par là, bien que je sois pas fan, notamment du système à 5 défenseurs, qu'il faille qu'on mette le mur derrière et qu'on encaisse moins de buts et qu'on espère sur un exploit en marquer un, moi ça me va. Hein. Si on gagne 1-0 tous les matchs, tant qu'on se maintient, je demande pas à bien jouer. Hein. Ça veut dire quoi bien jouer de toute façon déjà et si c'est pour je préfère gagner 1-0, jouer comme une merde que perdre 3-2, oui, en ayant marqué 2 buts, mais en ayant pris 3. Voilà. Ça, c'est mon avis. 2 buts, on les marquera pas. Donc, de toute façon, on prendra plus 3-0 que 2-3. Mais bon, après. Non, mais je suis d'accord. Après, dans le sens où, de toute façon, l'important, c'est de ramener des points. Maintenant, je suis pas sûr que la méthode qu'a employée Pascal Duproche jusqu'à présent soit la bonne. C'est tout. Hein. Pour moi, empiler les défenseurs, c'est pas ça qui fait une bonne défense. Hein. Après, est-ce que là où je te rejoins, c'est que le bilan est de toute façon insuffisant pour l'instant, surtout en Ligue 1, puisqu'il a qu'une seule victoire. Maintenant, est-ce que l'opération maintien, finalement, on s'est un peu rapproché là, avec la victoire à Angers des équipes de devant. Est-ce que l'opération maintien, est-ce que ça y est, on rentre pas là, sur ce mois de février sur le vrai mois charnière avec tout l'effectif au complet et les recrues? C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que la méthode du Prat pour le moment, c'était appliquer un garrot et peut-être attendre les premières recrues et le retour de Casery après la CAN. Parce que si tu as une solidité défensive retrouvée et que derrière tu as Casery, peut-être que ça peut le faire sur certains matchs. En tout cas, on verra ce que ça donne bientôt. On parlera donc des systèmes et puis donc de ces premières recrues parce qu'on va passer à la seconde partie de l'émission. On va parler du Mercato. Jingle. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Alors, la panique, on l'a un peu frôlé avec le match contre Angers, parce que bon, si on ne faisait pas ce résultat, il y avait pas mal la sinistrose dans les rangs stéphanois. Voilà, le contexte est vraiment pas simple. Le club, voilà, il n'y a pas un sou en poche, on n'a pas pu investir en fait pendant ce mercato. Et bon, on va pas se leurrer, on a empilé les prêts, des prêts donc payants, hein, notamment pour Sako. On a appris aussi d'ailleurs le montant du prêt de Ramirez. Ça fait un peu sourire. Mais voilà, le fait est que la DNCG, le passage devant la DNCG, on a vu qu'il y avait eu certains arrangements au niveau de certains chiffres dans certaines colonnes. On a vu aussi qu'ils avaient promis d'avoir des ventes, de vendre au moins un joueur. Ça n'a pas été fait et du coup, on n'a pas non seulement on n'a pas de quoi acheter des joueurs, mais on a sans doute une interdiction d'acheter en fait, sans avoir vendu. Robert, toi, qu'est-ce que tu penses déjà de la communication du club là-dessus et de ce mercato? Bon, de toute façon, je pense que tu as parlé de la DNCG. Je pense que là où la communication du club, elle a été quand même très maligne et elle a été réussie, c'est que de toute façon, on va pas se mentir, la DNCG avait
décrété une interdiction de recrutement pour l'AS Saint-Étienne. Et la seule solution, c'était de vendre des joueurs, c'était la promesse qui avait été faite par le club, et de recruter uniquement sous forme de prêt. Donc déjà, ça limite évidemment énormément les possibilités. Et au-delà de ça, vu de la situation actuelle du club sportif, avec seulement 12 points et un maintien quand même loin d'être acquis et très compliqué, que je rappelle qu'avec aussi peu de points, il n'y a aucun club qui a réussi à se maintenir en Ligue 1, il faut quand même le dire. Donc trouver des joueurs qui acceptent d'aller se foutre dans ce bourbier, dans un bourbier pareil, alors que pour certains, ils sont tranquillement avec des salaires beaucoup plus élevés sur des bancs de touche, bien au chaud, à attendre sans doute des fins de contrat au mois de juin où ils peuvent aller signer où ils veulent. Ce qui explique, je pense, le recrutement de 7 joueurs avec des profils qui sont clairement loin d'être flamboyants et des seconds ou troisième couteaux. Quand vous recrutez soit des joueurs blessés, soit des joueurs qui n'ont pas joué depuis 6 mois ou même 1 an, des joueurs qui sont en manque de temps de jeu total dans leur club, voilà, vous avez le résumé du mercato de la Saint-Étienne cet hiver. Il y a un moment, tu as parlé des 12 points. J'ai compris moins 12 points. Ça m'a fait penser à Derby County. Puis très vite, ça m'a fait penser à l'affaire des faux passeports. Du coup, Roland, ouais, de ton côté, ce mercato, dans son ensemble. Moi, je vais revenir encore sur la déclaration de Romeyer qui disait que Puel avait refusé une enveloppe cet été pour recruter, que de toute façon, il y avait de l'argent disponible maintenant. Bon, voilà, on voit bien le résultat. Hein. On signe que des joueurs libres ou des prêts sans option d'achat. Donc, il est encore passé pour un clown, là. Donc, maintenant, je comprends aussi, comme le dit Robert, qui aurait envie de venir à Saint-Étienne en ce moment. Sportivement, on est à la rue. Administrativement, c'est le flou le plus total. Hein. On sait pas si la vente va déboucher sur quelque chose. Duprat est là pour 6 mois. Il a dit, moi, de toute façon, c'est une mission commando. Soit je réussis, soit on échoue, mais dans tous les cas, moi, au bout de 6 mois, je serai plus là. Donc, c'est pas non plus, l'avenir est pas non plus ultra rose à Saint-Étienne, quoi. Oui, et puis tu peux pas t'engager, et puis. C'est ça, c'est que tu as du mal à te projeter, quoi, dans ce club, au final. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire signer que des joueurs à la relance et pas trop gourmands financièrement. Donc, Voilà. c'est des joueurs qui vont avoir envie de se montrer avant la fin de la saison, et puis après se barrer, et puis pouvoir aller signer ailleurs, quoi. À la limite, service rendu, ça. Ouais, si mais on se maintient. ok. Moi, je veux bien. Hein. Moi, c'est pas un souci. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, le fait de faire que des mecs qui viennent que pour 6 mois et qui sont en mission commando, avec tous les fins de contrat qu'on avait, là, j'ai pris ça sur poteau carré, du coup. Ils ont fait le recensement des joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2022. On a quand même 22 joueurs. Hein. Donc, on a bien sûr les prêtés comme Bernardoni, comme Tube, comme Crivelli, qui viennent vraiment que pour 6 mois. Après, on a Mangala aussi qui n'a signé que pour 6 mois. Hein. Faut pas non plus l'oublier. Et puis, on a tous ceux qui sont là actuellement et qui seront en fin de contrat en juin 2022. Donc, heureusement, il y a mon bon Colo Djezak, hein, mais on va pas le retenir, je pense. Il y a Trauco, par exemple. Il y a Boudbouz, évidemment. Il y a Nordin, Amouna, Sako, donc Bakary Sako, bon, ça c'est normal aussi, et Kazri surtout. Donc là, on parle quand même de joueurs qui ont joué une bonne partie de leur match en tant que titulaire, et en fait, on se retrouve avec quasiment un effectif à reconstruire complètement. Donc, qui est maintien ou pas, on va vraiment repartir de zéro la saison prochaine. Et c'est aussi le fait que le club, je pense aussi, soit avec une évaluation très faible au niveau de la vente, puisque quand vous avez autant de joueurs, autant de valeurs marchandes en moins au mois de juin, c'est pour ça que c'est sûr. Hein. Autant très faible. D'un côté, ça fait place nette pour une direction qui veut arriver, qui veut placer un entraîneur et puis orienter son recrutement au niveau des joueurs. Et puis, mais aussi, voilà, tu perds les fameux actifs dont on parlait depuis un bon moment. C'est ça. Et là où je suis inquiet, encore une fois, hein, c'est que, souvenez-vous, 3-4 ans en arrière, aller à la trêve où Jean-Louis Gasset reprend l'équipe après Julien Sablé où on est 17e. Bon, vous avez quand même un recrutement All-Star qui se fait, à la fois parce qu'on a des moyens, parce qu'on a un entraîneur qui a un réseau, et puis clairement, il y a une dynamique qui se crée quand vous avez dans votre vestiaire Debuchy, Mvila, Subotic qui arrivent.
ça explique aussi le fait qu'on ait fait une deuxième partie de saison un canon et qu'on termine, je crois, aux portes de l'Europe. Là, quand vous êtes dans votre vestiaire tube, un mec qui a 20 kilos de trop et qui arrive, honnêtement, c'est bien parce que ça crée aussi dans le vestiaire, ils m'ont expliqué, hein, c'est bien pour un vestiaire d'avoir des joueurs qui n'ont pas connu les 6 mois galères là et de créer une sorte de un nouveau départ un petit peu. Mais c'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. Ouais, bah quelque part, c'est la même politique que lorsque Gasset avait recruté, mais le carnet d'adresses en moins, quoi. Et les moyens en moins. Ouais. On va lister rapidement, on va faire un petit bilan quand même des départs, des rumeurs et des arrivées. Donc au niveau des départs, parce qu'on a un peu dégraissé, on a donc Crasso qui est parti en prêt à l'AC Ajaccio, désolé. Ça c'était assez clair depuis quelques temps, hein. Dès qu'on en a commencé à en entendre parler, on a su que c'était assez sérieux et que c'était surtout une histoire de timing. Il y a Alpha Sissoko qui a été libéré, qui ne s'était pas imposé au Puy en Valais et qui a signé à Quevilly Rouen. Et puis Ramirez, on a renvoyé le colis. Ça avait été annoncé, hein, Robert. Là, de toute façon, moi je l'avais annoncé dès le mois de septembre, dès son arrivée, que j'étais très, très méfiant et j'avais un gros doute sur ce joueur. Ça s'est confirmé. Le championnat uruguayen, hein, c'est pareil, quand on recrute des mecs sur des vidéos, quand tu vois déjà la gueule des défenses adverses et que tu recrutes un mec que sur vidéo, c'est vraiment le panic buy du dernier jour du mercato. Ouais, ça rappelait un peu lorsque Comoli avait signé Bergesio et Sanogo. Sanogo. Ouais. Bergesio encore, bon, mais Sanogo, c'était terrible. Je crois qu'il y a eu une interview, hein, c'est ça, où Puel et Duprat ont été outrés du niveau du mec, quoi. Ouais, enfin c'est pas une interview, c'est Nanar qui qui a interprété via des bruits de chiottes qu'il a entendu à l'Etra que et Duprat et Puel ont été atterrés par le niveau de Ramirez, hein, mais ce qui ne serait pas étonnant, hein. Le mec jouait jamais, donc. Ouais. Après voilà, Ramirez, panic buy du 31 août, hein, ça pue la merde. De toute façon, on a signé comme ça Lacroix, Red Sauce. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Enfin, c'est deux des pires joueurs qu'on ait vu passer chez nous ces dernières années. Les panic buy du mercato le dernier jour, ça ne donne jamais rien de bon. Et c'est pour ça que j'ai peur un petit peu pour Crivelli et pour Sacco, le Falaï Sacco. On verra ce que ça va donner. On aura l'occasion d'en reparler. Faut dire que même lorsqu'on planifie les recrutements, on se retrouve avec de belles brelles parfois, parce qu'Alpha Sissoko, pour le coup, c'était à peu près en même temps qu'Honora. Et on l'avait ensuite... Alpha Sissoko, là où je suis un peu moins méchant que ça avec lui, c'est parce que pour moi, il n'a pas été recruté pour jouer avec l'équipe. Ouais, on en avait parlé, ouais. Il a été recruté pour jouer avec la réserve et il aurait dû rester en réserve. Sauf que par un jeu de circonstances, blessures, Covid, Cannes, tout ce que tu veux, il s'est retrouvé à jouer des matchs avec nous en Ligue 1. Il a joué contre le PSG. Il a joué contre le PSG. Ouais. Le derby, je sais plus, hein, mais le PSG, c'est sûr. Le PSG, ouais, désolé. Bon, voilà, c'est incroyable. Mais après, je tiens aussi à rappeler qu'on a mis Vincent Pajot, Jorginho, Léo Lacroix à Old Trafford, hein, Florentin Pogba aussi. Ouais. Donc voilà, c'est l'AS Saint-Etienne, quoi. On s'arrête un petit peu, je me permets juste, Roger, quand même qu'on s'arrête aussi sur les départs et cette incapacité chronique depuis plusieurs mercatos à ne pas réussir à dégraisser. Je suis halluciné à chaque fois de voir qu'il y ait autant de joueurs sous contrat, des joueurs notamment des mecs comme Diouf, quoi, qui jouent plus depuis là, il a joué un match, mais qui joue plus depuis des années. Il avait un contrat de 5 ans, on l'a quasiment jamais vu. Il y a lui, il y en a d'autres, et qu'on n'arrive pas à dégraisser, ça veut quand même dire que pour moi, c'est un signe que finalement la soupe, elle est pas si mauvaise. La soupe est bonne, ouais. Les salaires sont loin d'être dégueux au vu du niveau pour le niveau des mecs, parce que ne pas réussir à sortir à sortir de l'effectif des joueurs, c'est quand même signe qu'ils sont quand même pas si mal à Saint-Etienne.
En tout cas, financièrement par rapport à leur niveau. Ouais, puis ça pose aussi une question au niveau des intermédiaires que le club a depuis pas mal de saisons. Et on a eu pendant un temps, on a eu David Lantier qui, pour le coup, ancien agent, donc agent de Romain Mouma, qui est devenu, qui a eu des responsabilités dans la cellule de recrutement à Saint-Étienne. Et un de ses principaux faits d'armes, lorsque Gasset arrive aussi, c'est de faire partir pas mal de gars. Il y a eu Yanko, par exemple, qui est parti. Et pas mal d'autres. Mais bon, c'est lui qui les a fait venir. Donc c'est lui qui les avait fait venir aussi, c'est vrai. Mais il nettoie la merde qu'il a foutue. Après, c'est et Ventier, moi je suis désolé, mais un agent qui devient responsable du recrutement et qui redevient agent derrière, bon voilà, ça veut tout dire. C'est que le mec, il avait pas d'idée, il avait un réseau, il faisait travailler les petits copains et puis voilà. Après, je dis pas qu'il a fait que des trucs mauvais, hein. Il a sans doute été à l'origine de très bons coups et je serais incapable de les lister parce que j'en ai pas forcément le souvenir comme ça et la liste exhaustive. Mais bon, on n'a pas de cellule de recrutement à la SSE depuis je sais pas combien d'années. J'ai pas l'impression que ce soit en train de changer. En plus, on a vu qu'il y avait un analyste vidéo là, ils ont fait un communiqué qui est parti de chez nous aussi. Ouais. Bon, il reste plus que Buisine et Gillot, il me semble. Ouais, voilà. Donc c'est minimaliste et puis c'est pas étonnant quand on voit les recrutements qui ont été faits ces derniers mois. Il n'y a pas d'idée. On cherche que des joueurs qu'on a déjà vus, qui sont déjà passés dans les radars de tous les clubs de Ligue 1 et bon, ou c'est même dommage. dans nos propres parce que le fait qu'on en parlé donc le on Sacco, va parler des rumeurs et des ratés, mais alors Sacco, mais je pensais par exemple à Tisserand et Pébert. Le Falaï Sacco, hein, je parlais pas de Bakay Sacco, qui avait été apparemment supervisé par Gasset il y a 3 ans. Donc. Ah, ça, j'avais pas cette info-là. Mais sinon, oui, Pébern, il avait déjà été lié à nous il y a quelque temps. Tisserand aussi, avant qu'il parte en Allemagne. Quand il part de Monaco, on était en contact avancé avec eux. Corchia, on en avait entendu parler également. Dagba, pareil. Voilà. Au niveau des rumeurs, donc il y a eu des départs. On a entendu parler du départ potentiel de Bajic et on entend en nouveau parler puisqu'il serait potentiellement prêté à Pau qui a besoin d'un gardien en joker médical. Donc d'ici son départ effectif du club sans doute puisque son contrat se finit dans 6 mois, il jouerait peut-être à Pau. Et on avait aussi entendu parler du fait que les agents d'Aouchiche étaient venus parler à Perrin à la mi-temps du match contre Angers, c'est assez approprié, pour parler d'un départ. Ça vous évoque quoi, ça, d'ailleurs? Aouchiche, quel culot, quoi. Le mec, et vu le niveau de ce joueur, on peut vraiment pas dire... c'est un jeune soi-disant avec un fort potentiel. On ne peut pas dire qu'il n'ait jamais eu sa chance parce que ce soit avec Puel ou là avec Duprin, il a quand même du temps de jeu. Sous Puel, il a eu énormément de temps de jeu. Et moi, je le trouve très faible physiquement déjà. Dans les duels, il est pas rapide et il n'est pas physique. Donc en Ligue 1, clairement, c'est pour aller jouer au futsal, c'est peut-être au soccer, c'est peut-être pas mal, mais pour jouer au foot à 11, il a clairement pas le niveau, quoi. Moi, je suis pourtant, c'était un joueur sur qui j'avais beaucoup d'espoir, mais aussi parce que moi, je l'avais jamais vu jouer, mais c'est aussi ce qu'on vous raconte. Hein. On vous dit, oui, c'est la pépite du PSG, il n'a pas sa place au PSG parce qu'il y a des stars, mais c'était le joueur prometteur du centre de formation. Ouais, on s'est tous bien fait avoir. Hein. En fait, pour moi, c'est une pipe, quoi, clairement. Voilà. Tu serais aussi dur, toi, Roland ? Moi, je suis quand même vraiment déçu de la part de ses dernières performances. Et c'est vrai que chaque fois qu'il est aligné, je vois pas ce qu'il apporte sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable on ne sait pas où le mettre, en fait. Meneur de jeu, ça donne rien. Sur un côté, il va pas assez vite. Relayeur, il est pas assez physique. Attaquant, j'en parle pas parce qu'il a pas de finition, on l'a vu. Hein. Contre Bergerac, alors je veux bien que le terrain soit pourri, mais la frappe du gauche qu'il fait, j'en aurais 10 mois, tu vois, qui n'avait pas joué depuis je sais pas combien d'années au football. Et puis surtout la reprise de volée qu'il a au deuxième poteau en deuxième mi-temps. Ça, tu vois, c'est un bout de bouse contre Angers, il la met, hein, tu vois.
Et elle est là la différence, hein. Et il la met du mauvais pied en plus, parce que Boudbouz, il est Ouais. gaucher. Ouais. Et ben lui, non. Il est tout seul au deuxième poteau, il a juste à faire un petit plat du pied, et ben voilà, ça rate. C'est comme Gourna, tu vois, c'est Gourna qui loupe aussi et qui met une balle au-dessus alors qu'il avait une occasion de but et qu'au final, bah, on perd le match contre Lens parce qu'on n'a pas su tuer le match au bon moment. Et bah voilà, on se mord les doigts de ces occasions ratées, mais pour moi, c'est des joueurs qui sont pas intrinsèquement nuls, mais qui ont quand même un gros déficit technique et qui se voient peut-être un petit peu trop forts par rapport à ce qu'ils sont vraiment. C'est peut-être aussi le fait d'être lancé si jeune. Tu peux te dire parfois, ah ok d'accord, donc c'est que j'ai le niveau. Et en fait, bah, tu peux l'avoir d'ailleurs sur les 6 premiers mois, mais le plus dur, c'est toujours de confirmer. Ouais, Chiche cartonné. Hein. On détecte ton potentiel, tu vois. Au chiche, ouais. Tu peux être lancé jeune, on détecte ton potentiel, on sent qu'il y a un truc, tu vois, on se dit bon, il est un peu jeune, tout ça, on sent qu'il y a un truc. Moi, chez lui, je sens rien du tout, quoi. Clairement pas. Il y a parfois sur certaines de ces transmissions, il pouvait montrer quelque chose, et puis le problème, c'est qu'en fait, il va avoir faire 5 bonnes minutes, et puis derrière, il va rater des trucs simples. C'est super agaçant, tout simplement. Ouais. Bon, il est pas parti, quoi. Non, c'est clair. C'était une rumeur apparemment, donc il y a eu des discussions effectivement. Perrin est revenu dessus en disant que ça a été un sujet de discussion, mais que le joueur n'avait pas exprimé cette envie de partir lui, et que de toute façon le club n'avait pas voulu le vendre lors de ce mercato. Bon. Niveau rumeurs et choses qui ne se sont pas faites, on a eu quand même quelques dossiers chauds, notamment en attaque, avec en tête Mateta, Rémy, qui étaient les rumeurs les plus insistantes. On a eu aussi Guirassy, et puis on a eu le feu de paille et surtout l'enflammade de Twitter autour de Diego Costa. Qu'est-ce que ça vous a fait penser au niveau de la communication du club aussi, puis au niveau des cibles? Ouais, Mateta, c'était clairement une cible. Hein. Ils l'ont avoué. Ils étaient quasiment d'accord avec le joueur, sauf que il s'est remis à marquer. Il était prêté par Mayence à Crystal Palace, et du coup, Crystal Palace avait une option au bout de 17 matchs, je crois, je sais plus quoi. Ils ont levé l'option. Bon, voilà, écoute, ça se fait pas. Hein. C'est dommage, ça aurait pu être vraiment un très très bon renfort, je pense. C'était sans doute la piste la plus intéressante de toutes celles que tu viens de citer. Loïc Rémy, j'ai cru comprendre qu'il était en train de se faire allumer par son président et que le mec voulait résilier son contrat. Donc c'est pas impossible qu'il se retrouve libre. Alors après, est-ce que tu as le droit de faire signer un joueur hors mercato? Parce que le mercato n'est pas encore fini officiellement en Turquie. Donc je crois pas que tu aies le droit de faire signer quelqu'un. Par contre, tu peux faire partir des gens en Turquie. Mais après, quand il est libre, je ne sais pas comment ça se passe. À mon avis, c'est mort. Hein, mais après, Loïc Rémy, franchement, bon. Enfin, je pense que c'est pas un joueur d'avenir. Je pense pas que dans le contexte où on est, il nous apportera quelque chose. Et à mon avis, ça sert à rien. Et puis Diego Costa, ouais. Je savais même pas qu'il était reparti au Brésil. Alors voilà, pour moi, il était encore en train de naviguer à l'Atlético, mais voilà, cirer le banc. En demi-teinte, ouais. Et j'ai cru comprendre qu'il avait eu quand même une sérieuse blessure au dos. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir un nouveau Modeste dans notre effectif? Je crois pas. Donc, Diego Costa, pour moi, c'était pas une bonne idée. Déjà, ouais, outre l'aspect financier, parce qu'il a été dit que finalement les chiffres étaient quand même supérieurs, notamment avec des systèmes de primes liés au maintien, à la signature, peut-être même des primes de performance, ça on ne sait pas. Mais enfin voilà, pour avoir un peu suivi Diego Costa à Chelsea, puis aussi avant à l'Atlético, même s'il a été avec des grandes gueules comme Simeone et Conte, c'était un mec qui dans un vestiaire est difficilement gérable. Et en plus, il serait venu pour un dernier contrat et pour une opération maintien. Enfin, en plus, apparemment, il n'était pas intéressé. Il parle pas français, il connaît personne. Enfin, non, voilà. Ça avait toute la mauvaise idée. C'est ça. Du coup, balancer des oui, ils ont préféré quelqu'un, donc Crivelli plutôt que Diego Costa. Ouais, mais aussi pour une opération maintien, tu dois choisir des caractères, quoi. C'est le foot fiction de Twitter aussi. Enfin, c'est faut ça. pas écouter les gens, quoi.
c'est les mecs qui font leurs équipes comme ils les font à Foot Manager ou je sais pas quoi. Donc non, ça marche pas comme ça. Diego Costa, c'était pas une bonne idée dans notre situation. Ouais, je pense que non seulement c'était pas une bonne idée, mais c'était surtout encore une fois des histoires d'agents qui ont cherché à placer un joueur. Ça a parlé, il y a des histoires d'intermédiaires en plus, et même pas les agents directement. Donc c'était surtout, comme vous dites, Twitter qui s'est enflammé pour pas grand-chose parce que c'était, je pense, pas du tout à l'ordre du jour que Costa signe à Saint-Etienne. Et je crois que malheureusement, vu la situation sportive, des signatures comme Crivelli sont plus proches de la réalité de ce que Saint-Etienne peut faire actuellement, quoi. On y reviendra du coup sur Crivelli. Il y a eu d'autres rumeurs du coup au niveau des latéraux et des défenseurs centraux. On sait qu'on manquait un peu de latéraux. On peut regretter le fait que Michelin n'ait pas pu venir. Ensuite, on sait que Corchia a décliné, que c'était relativement possible, mais qu'il n'a pas voulu s'engager. Et Dagba a été retenu par le PSG apparemment, puis même il n'était pas forcément motivé. Comme on le dit depuis le début de ce podcast, qui a envie de venir dans un bourbier comme celui-ci? C'est compliqué. Et puis, il y avait eu les rumeurs donc de Tisserand, qui était un gars qu'on avait failli avoir il y a quelques années, qui peut jouer défenseur central ou alors latéral droit, qui avait joué avec Guilavogui aussi à Wolfsburg, avant d'aller en Turquie. Et puis voilà, on a parlé de trucs dont j'aurais pas forcément voulu que j'aurais pas voulu voir se concrétiser, à savoir Hilton et Alvaro González, qui est un gars que je peux pas saquer. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du fait d'avoir ciblé autant de défenseurs centraux? Est-ce que justement, Roland, tu parlais du fait d'aligner les défenseurs, c'était pas forcément faire une défense? Bah oui. Bah après, pourquoi on a ciblé autant de défenseurs centraux? C'est parce qu'en fait, on a des gros problèmes à ce niveau-là. C'est que Kolo Djezak ne donne pas satisfaction, que Moukoudi a quand même un physique qui le lâche. Il lui arrive d'être souvent blessé. Là, il est à la CAN, donc on savait qu'il allait être absent un paquet de temps. So, il a été à la CAN lui aussi. Il est jeune, il est peut-être pas encore complètement prêt. Donc, ce qu'il voulait avoir, c'était des garanties un petit peu plus solides que ce qu'ils ont actuellement. Donc ça m'étonne pas qu'ils aient voulu cibler un défenseur central, et je comprends complètement le choix. Après, quand tu dis c'est dommage qu'on n'ait pas eu Michelin, moi personnellement je sais pas qui c'est. Voilà, je sais qu'il vient de Lens, je l'ai jamais vu jouer, donc je vais même pas faire de foot fiction, je m'en fous en fait, tu vois. Clément Michelin, il est en Grèce, et très bien, qu'il y reste, tu vois. Donc nous on a signé Falaï Sako, il voulait venir, il a envie de jouer, et très bien. Et c'est pas plus mal que ça se passe comme ça. Oui, c'est un peu l'état d'esprit. Ouais, on va pas se prendre la tête avec des mecs dont on connaît même pas le niveau actuel, tu vois. Et voilà. Enfin, au niveau de la défense, ils ciblaient un défenseur central et un latéral. Ils les ont fait, et c'est pas mal comme ça. Après, c'est vrai qu'on n'a pas. Donc, au niveau des arrivées effectives, on va faire une liste rapidement. Il y a eu donc Niagnon, Mangala, Bernardoni, Tube, Falaï Sako et Crivelli. Et oui, tu disais, ils ont ciblé en défense centrale parce qu'on n'avait pas de garantie, puis même des fragilités physiques. Niagnon arrive avec 15 kilos de trop, voire 20. Mangala, il n'a pas joué depuis 2019 de manière régulière à cause de blessures. Là, il revient, tu vois qu'il y a plein de photos où tu vois soulever des poids, etc. Ouais, c'est pas ce qui te fait. C'est sûr que si après il vient pour faire du street workout, à mon avis, on est bon. On a des bagarreurs là. Si on monte une équipe de street workout, c'est bon. On met Mangala et puis on nique tout. Mais ouais, après on verra. Toi aussi, je crois que Roland, tu es assez spécialiste de ce genre de pratique. Tu auras peut-être quelques conseils à nous donner sur street workout. Non, je suis pas taillé comme Mangala. Malheureusement, je crois que j'aime un peu trop la bière pour ça, tu vois. J'ai un bel abdos, mais il est unique. Il est un peu plus flasque. Donc c'est pas la tablette, quoi. C'est une tablette, mais c'est du Nutella, si tu veux. C'est pas du Lindt, en fait.
Donc, ouais, non, je me permettrai pas de donner des conseils à Mangala. Même à Niagnon, hein, j'aurais peur qu'il me bouffe, hein, mais au sens propre, en fait. Hein. J'aurais peur qu'il me mette entre deux tranches de pain et qu'il se fasse un petit sandwich au gros merdier, là. Donc, non, Niagnon, on va le laisser tranquille, lui aussi. Hein. Rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de la doublette angevine, à savoir Bernardoni et Tube, le fait que ils arrivent, on les sépare pas, hein, apparemment ces deux-là. Moi, je suis dubitatif. Tube, il jouait à Nîmes, après il est parti à Angers. Il avait joué 3 minutes, je crois, depuis le début de la saison. Clairement, je pense que c'est un mec qui va pas nous apporter grand-chose. Enfin, je vois pas ce qu'il va nous apporter dans l'opération maintien, enfin, clairement. Surtout si des mecs comme Amouma, même s'ils sont peut-être un peu cramés, je pense que Amouma, s'il revient quand même un minimum en forme, il a un tube dans chaque jambe. Et puis, C'est pas la même Bernard- technique. Il va pas courir vite, par contre, hein, parce que Tube, ça a l'air d'être un peu bouboule quand même. Ouais. Mais puis alors Bernardoni, moi je vous avoue que j'ai pas compris de fou non plus l'idée. Alors je sais que là il a fait des bons matchs, donc tout le monde s'enflamme sur Twitter. C'était comme pour les premiers matchs de Green, super recrue, machin, super idée, il est super. Je rappelle qu'il a perdu sa place à Angers, alors certes sur blessure, mais son début de saison avec Angers n'avait pas été non plus flamboyant. Ils l'ont payé 7 millions, ils envisagent déjà de s'en séparer, ils ont déjà acté qu'ils s'en séparaient quasiment. Le mec, l'expérience, il a une tête un physique, on a l'impression qu'il a de l'expérience, mais il a que 24 ans. Enfin, moi, perso, un gars qui a de l'expérience, tu prends Chauvis, ouais. Tu prends un mec qui a 32-35 ans quoi, dans les buts. Mais, Vous avez parlé de Mandanda et Sergio Jesse Rico, Moulin, ouais. Jesse Moulin, sinon. Ah, tiens. Ouais. Non, je déconne. Franchement, j'ai pas compris. J'espère qu'il me fera mentir, qu'il fera 5 mois de fou et que pourquoi pas on le gardera derrière. Mais honnêtement, non seulement pour Green, je trouve ça dur parce qu'il était aussi souvent lâché par sa défense. Il était loin de faire des matchs dégueux. Je rappelle à la fin où ça allait très mal. Il avait beau être ruffier, il était complètement lâché par sa défense quand on prend les branlés et notamment la grosse défaite à Brest. C'est pas le seul responsable. Bref, c'était une parenthèse, mais tout ça pour dire que non, le recrutement de Bernardoni, j'ai dubitatif. Moi, j'ai trouvé que son match contre Lens, c'était pas super, qu'il y a un but et demi un but pour lui, surtout, celui sur corner. Mais après, j'ai trouvé que sur d'autres, il rassurait. Il rassurait peut-être un peu plus que Green. Mais oui, c'est pas flagrant. C'était pas le. Green s'est blessé, donc c'était un besoin. Parce que c'est vrai que Bajic, malheureusement, gros espoir du club, qui malheureusement n'a pas pu saisir les opportunités qui se sont présentées à lui. Mais oui, c'était un besoin du fait de la blessure de Green. Ouais. Bon, après, il y avait l'interview de Perrin dans le Progrès où il disait que de toute façon, le but c'était de réinstaller Green en tant que numéro 1 la saison prochaine. Donc après, moi je pense qu'en fait ils ont un peu paniqué entre guillemets, ou alors ils ont vu une opportunité. Parce que ils se sont dit Green est blessé, il est censé revenir. Au début, ils avaient dit ça serait 6 à 8 semaines. Enfin, il n'était pas censé revenir tout de suite, hein, Green. Hein. Là, il a fait des bancs de touche. Il l'attendait pas aussitôt. Hein. Pour moi, il revenait pas avant mi-février. Hein. Donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait on a Bajic, ça donne pas satisfaction. Ah tiens, il y a Bernardoni qui est possible. Pourquoi on le ferait pas quoi? Donc moi, je comprends un petit peu l'idée. Maintenant, s'ils ont été clairs avec Green et qu'ils lui ont dit, écoute, gamin, nous, notre but, c'est pas de te mettre un mec dans les pattes et de te coller sur le banc derrière. On fait ça pour t'aider et de toute façon, lui, il est là pour 6 mois. Il assure le maintien et l'année prochaine, c'est toi qui reprends la place. Bon, pourquoi pas. Après, Tube, oui, voilà. Pour moi, c'est un joueur frisson. Hein. Mais c'est genre frisson dans le sens où il va te faire rire quoi. C'est impressionnant quoi. Chaque prise de balle, t'hésites entre pleurer et éclater de rire parce que c'est tellement improbable la façon dont il conduit son ballon.
Enfin, j'ai encore en image, je sais plus contre qui là où il essaye de faire des passements de jambes, mais en fait il n'y arrive pas, donc il piétine à côté de la balle et puis il va s'empaler dans le mec. Et donc tu fais oui, bah ça c'est pas comme ça, Sada. Hein, Première mi-temps contre Lens. C'était magnifique. Il m'a fait rêver. Hein. Donc moi j'ai toujours l'impression, enfin que c'est un mec, tu vois, il a oublié d'enlever les boîtes à chaussures des crampons, tu vois, il joue avec encore. Là. Il est vraiment pâteau, tu sais, mais bon, il va peut-être me faire mentir. Hein. Il dit qu'il a une bonne pointe de vitesse. J'ai pas encore vu spécialement courir très vite, mais bon, on verra. Après, j'en attends pas grand-chose. Hein. Je vais être honnête. Tube, pour moi, c'est pas celui qui va nous faire la différence, hein, je pense. Sinon, Falaï Sako, est-ce que l'un de vous l'a déjà vu jouer? Parce que moi, c'est oui, évidemment. Je suis spécialiste du championnat portugais. Je l'ai vu jouer. Je l'ai pris à Football Manager. Il est très fort. Voilà, c'est ça mon analyse. Non, j'en sais rien. Sur YouTube. Ouais, c'est ça. J'ai vu des compilations sur YouTube avec de la musique techno. C'était magnifique. Il était impressionnant, franchement. Non, j'en sais rien. Je l'ai jamais vu jouer. Voilà. Donc, grosse inconnue pour moi. On verra. On jugera sur pièce. Voilà. Et donc, dernier petit point sur les arrivées effectives. Crivelli. Donc, moi, ce que je disais, on en a parlé un peu avant l'émission. Et je disais que j'espérais surtout que musculairement, ça allait le faire parce qu'il arrive blessé. Pas n'importe où. C'est l'aine ou les ischios. C'est ce genre de blessure qui peut traîner en longueur, qui est chiante, qui peut revenir. Donc c'est chiant. C'est un peu ce qu'avait Modeste, hein, non? Il avait les adducteurs qui sifflaient. Donc, C'est ça. Donc est-ce que ça va faire comme Modeste ou est-ce que ça va faire comme la Brandade? Parce qu'il fait penser à ça. On voit pas mal de parallèles dressés. Le fait est que Crivelli n'a pas marqué depuis décembre 2020. Cette saison, c'était 12 matchs de Superliga, 0 but. L'an passé, c'était 36 pour 2 buts. Alors, 36 matchs, c'est pas 36 fois 90 minutes, hein, mais voilà. Et voilà, à part son année à Bastia et sa première année en Turquie, à Başakşehir, c'est 2 très bonnes saisons pour lui. Hein. Mais il n'a jamais été un buteur aussi régulier que ne l'était Brandao avant de débarquer à Saint-Étienne. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on avait besoin d'un pivot dans le jeu pour soutenir, pour permettre au bloc des fois de remonter, pour ouvrir les défenses pour Kazri ou Boudbouz même, voire Bouanga qui revient de la CAN, ne l'oublions pas. Et ouais, c'est un gars qui apparemment, Crivelli, mouille le maillot, qui est capable d'une débauche d'énergie absolument impressionnante par rapport à ce à quoi on est habitué en ce moment sur le front de l'attaque. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'avoir un pivot, parce que depuis Brandao, on n'en a pas vraiment eu. Il y a eu Erding qui avait vaguement le profil à un moment donné et qui a évolué dans ce registre-là parfois. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, que ce soit en termes de jeu, d'apport collectif et de performance individuelle? Robert? Bon, de toute façon, il nous fallait clairement l'attaquant. Hein, on n'avait pas d'autre choix que de recruter à ce poste. C'était le gros manque puisqu'on marque évidemment pas suffisamment de buts. On a parlé des rumeurs tout à l'heure, Mateta et les autres, et donc clairement Crivelli, je pense, arriver en bas de la pile. Mais on en a parlé en début d'émission. Vu nos moyens et le bourbier dans lequel le club, il n'y avait pas, je pense, beaucoup de joueurs qui acceptaient de venir. Donc ça tombe sur lui. Ces statistiques font un peu peur. Je me souviens l'avoir vu jouer en Ligue 1 parce qu'il était, comme tu disais, à Bastia notamment. Il n'est pas passé par Caen aussi? Oui, bien sûr. Oui. Par Caen. Voilà, bon, je n'ai pas le souvenir d'un attaquant très très fort qui se battait, comme tu le disais, combatif. Après, ce qu'on va lui demander, c'est surtout de faire des espaces pour Kazri. C'est là où on l'attend. Et puis, s'il peut apporter un peu ce supplément d'âme à l'équipe dans le combat. Et puis, le mental aussi, ça peut bien. Mais bon, j'ai pas plus d'espoir que ça, quoi. On verra bien. Et toi, Roland? Ouais, moi, là, Robert a dit en gros ce que je pense, quoi. C'est-à-dire que il va être utilisé dans un rôle de pivot. Et puis, moi, ce que j'attends aussi de lui, c'est qu'il soit dans la zone, en fait. C'est-à-dire que
qu'il soit à la réception des centres, parce que souvent on se retrouve avec des mecs qui dézonnaient et qui centraient pour personne, parce que personne revenait à l'endroit où la balle devait arriver, quoi. Donc là, on aura peut-être quelqu'un qui va pas s'amuser à aller courir sur les côtés, à aller chercher les ballons, à les toucher tout le temps, à vouloir à tout prix faire des touches de balle et montrer qu'il sait jouer au foot. Non, lui, il va se mettre entre les défenseurs centraux, il va prendre de la place, il va les mettre quelque part sous pression aussi. Et ça peut peut-être faire la différence. Donc on verra. Donc moi j'espère que ça va le faire pour lui, j'espère que ça va le faire pour nous et qu'il pourra nous apporter ce qui nous manque, à savoir un petit peu de présence dans la surface. Oui, c'est vrai que pour l'avoir vu jouer un peu, c'est un mec qui se bat énormément et qui... Il y a un truc qui est assez intéressant qu'on n'a pas nous, enfin c'est intéressant, c'est bateau, enfin c'est un des basiques, mais le fait que si tu as un milieu offensif qui va faire une frappe, lui il est à l'entrée de la surface généralement et il va plonger, il va plonger pour essayer de la voir si le gardien la laisse tomber, etc. Donc effectivement, j'espère qu'on verra des buts de raccro. Alors il faudrait déjà qu'on ait des frappes de loin, hein, et qu'elles soient cadrées. Alors déjà des frappes de loin, qu'elles soient cadrées et qu'elles n'aient pas la force d'une frappe de mouche. Ouais, ça fait beaucoup, hein, mais on verra. Et d'ailleurs, dernier petit point avant d'entamer le temps additionnel, vous voyez quel système pour la suite? Donc on parlait apparemment du coup, d'après nos échanges, d'avoir Kazri et Crivelli sur le front de l'attaque, avoir Boudbouz derrière eux en meneur. Et derrière, moi j'avais noté un 3-5-2, sans doute. Ouais. Est-ce que c'est le système qu'on va tenir? Faut voir, parce que là, Duprat commençait à dire qu'il jouerait pas tout le temps à 3. Moi, je dis qu'il va jouer en fonction des profils qu'il aura à disposition. C'est-à-dire que si Mangala est prêt, si So est prêt, il pourra peut-être opter que pour une défense à 2. Après, on a toujours le problème des latéraux, hein, parce que là, Trauco, il est encore à l'ouest, Silva, il est indisponible, donc on n'a pas de latéral gauche. Donc, est-ce qu'il va remettre Kolo Djezak latéral gauche, ou est-ce qu'il va... Ouais, ou Masson, ou alors, dans ce cas, il opte encore pour sa défense à 3, il met des pistons, et donc il met Masson et Bouanga. Voilà, peut-être. Puisqu'on n'a plus vraiment de latéraux. Ah oui, il y a Sako maintenant, c'est vrai qu'il y a Sako. Bon, à voir. Mais moi, ce que je préférerais, c'est que, je sais que en général, les 4-4-2 à plat, quand t'as un peu besoin de te rassurer, c'est ce qui marche le mieux. Donc, on a des joueurs pour jouer en 4-4-2 à plat. Après, c'est vrai que ça fait excentrer Boudbouz. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a toujours la possibilité, comme on le faisait avec Puel, de jouer en 4-2-3-1, avec Boudbouz en meneur de jeu, 2 excentrés, et puis Crivelli en pointe. Ça peut être aussi une solution. Et toi, de ton côté, Robert? Moi, je pense que le meilleur système, c'est de jouer avec 7 joueurs à vocation défensive. Ouais. Et Youssouf, piston droit. Ouais. Voilà. La compo made in Roland Gomerdier. Putain, celle-là. Si on aligne les défenseurs centraux, on peut aussi accumuler les gardiens. Peut-être on peut jouer avec Green et Bernardoni. C'est ça. Et tu lui mets un maillot, tu le fais jouer en libéraux, Bernardoni, je pense qu'il met des têtes, c'est bon. Je pense qu'on devrait mettre Gnagnon dans les buts. Prends toute la place. Non, je pense qu'il faut tenter évidemment la recrue Sako à droite, Masson à gauche. Dans l'axe, Mangala avec soit So, soit Moukoudi. Kolo Djezak, c'est sur le banc. Bernardoni dans le but. Et puis au milieu, je vous avoue que grosse incertitude sur le niveau de forme de Neyou. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est là. Il a oublié qu'il était là, lui. Lui aussi, il a oublié qu'il était là, je crois. Oh. Donc s'il revient bien, ça peut être aussi peut peut-être faire une fin de saison intéressante. Et puis devant, oui, Dupraz l'a annoncé, ce devrait être, si tout va bien, Crivelli et Kazri. Sans oublier notre éternel recrue du printemps, Romain Hamouma. S'il finit bien la saison, comme ça lui est déjà arrivé, il peut apporter quelque chose. Après, on a des excentrés qui sont pas mal. Après, tu peux aussi te dire si jamais il est chaud un peu, mais là c'est quand même, moi je pense que c'est quand même couillu de faire ça, mais tu peux installer Boudbouz en relayeur à côté d'un Gourna ou d'un Camara,
Et après, tu joues avec 2 excentrés, puis Casery, Crivelli. Mais alors là, par Ouais. contre, 4-4-2. attention, là, le milieu, falloir bosser un peu, hein, parce que c'est pas Boudbouz qui va ratisser les ballons, hein. Mais du coup, tu joues différemment parce que tu sais que tu seras un peu plus technique. On l'a vu, hein, il est capable de bien jouer un peu plus bas, quoi. Ouais. Donc, ça peut être intéressant, faut voir. Après, ça, c'est aussi à Duprat de faire les bons choix, hein. Il les voit à l'entraînement, moi je les vois pas, je sais pas comment ils sont capables de jouer, je connais pas leur état de forme. Ça sera à lui de faire les bons choix. Complètement. Eh bien, messieurs, nous approchons du coup de la fin de ce FAP et le moment est venu d'entrer dans le temps additionnel, autrement appelé le Casery Time. Hop, alors déjà un rappel sur les 2 dernières académies qui sont sorties. Il y a le match Angers à SSE où on vous parle en bien de Nadé. Voilà, j'ai souligné ses progrès, sa force de caractère, on lui reconnaît ça. Et il y a l'Académie Annales contre Bergerac. Une académie, il vaut mieux être prêt psychologiquement avant de la relire. Ouais, c'est pas obligé, hein, c'est compliqué, mais bon, on peut se marrer. Voilà. Un rappel du coup que hors jeu, c'est d'autres académies qui sont spécialisées dans d'autres clubs et d'autres ligues. On vous rappelle aussi que le podcast Boulet Rouge, celui sur Arsenal, est de très bonne facture et il est disponible. La Forêt Academy est également sur Facebook, évidemment. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter avec nos comptes personnels. Et là aussi, les liens sont dans le descriptif. Et puis, c'est devenu une tradition qu'on avait un peu délaissée, mais il y a les pronostics. Donc, lors du précédent FAP, pour les pronos de ASSE Angers, donc le score qui avait été pronostiqué, on avait, ASSE Angers, ça avait fait 2-2. Il y avait Fouillas, l'ami Fouillas qui nous avait rendu visite, qui avait pronostiqué 3-0 pour la SSE. Il s'était un peu enflammé, il avait dit qu'il voulait faire preuve de panache. Donc 0 point. Il y avait aussi l'ami Paco qui avait pronostiqué donc cette fois-ci 3-0 pour Angers. Un peu plus pessimiste. Roland avait suivi 3-0 pour Roland. J'étais très optimiste à l'époque là. Ouais. Oh là là. Et j'avais pronostiqué un 1-1. Ouais, donc j'ai marqué un point, match nul. Incroyable. Et puis le match contre Metz aussi. Là où par contre j'avais pronostiqué une victoire. Toi aussi Roland. Et puis finalement ça s'était soldé sur un 1-1. L'ami Paco avait marqué un point en pronostiquant un 0-0. Donc au classement, je suis en tête avec 3 points. Et celui qui ferme la marche, Robert Binouzaret, 0 points. Alors Robert le gros nul. C'est vraiment pas rentrer. La bulle à colo, ouais. C'est le colo Diezac des pronos, tu sais. C'est facile. Quelle indignité, vous n'avez pas honte. Ah là là. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas toujours été là, on rappelle que Robert, il n'a pas été présent sur cette saison 2 du FAP, donc effectivement il n'a pas pu pronostiquer, marquer des points. Mais bon, quand même, 0. J'ai scoré. Je sens que j'ai scoré sur les 2 prochains matchs. Allez, tu vas être chaud comme la braise, j'espère. Prochain match, ASSE Montpellier. Donc Roland, qu'est-ce que tu pronostiques toi? Qu'est-ce que tu vois? J'ai envie de les voir gagner. Je pronostique. Allez, 2-1. Oh, 2-1, ok. 2-1. Et toi, Robert, qu'est-ce que tu vois? Avec notre système défensif à 7 joueurs défensifs, on n'encaissera pas de but et on arrivera à en marquer un seul à l'arrache, donc victoire 1-0. Ok, vous êtes optimiste. Moi, je suis un peu moins, alors même que Montpellier, je crois que c'est 1 ou 2 victoires, 1 ou 2 nuls en près de 20 ans de match à Geoffroy Guichard. C'est les stats, hein, mais voilà. C'est surtout qu'ils n'ont pas Savanier, ils n'ont pas Mavididi, donc ça arrive un petit peu diminué.
C'est ça, et c'est pour ça que je dis qu'ils vont pas nous mettre une branlée non plus derrière Bergerac, mais nous on va bien défendre. Et j'ai dit 0-0. Voilà. Ok. Et contre les voisins, les Clermontois, qu'est-ce que vous voyez pour Clermont ASSE, Roland? Et Clermont, sachant que c'est une des rares équipes qu'on ait battues cette saison, je les vois pas sur une grosse dynamique non plus. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Je vais dire 1-0 pour Saint-Étienne. Alors, 1-0 pour Saint-Étienne. Et toi, Robert? Écoutez, le petit match à l'extérieur, on va être prudent. Match, je sais pas, je sens le match merdique, un vieux 0-0. Allez, 0-0. Et pour ma part, j'hésitais entre le 0-0 et le 1-0 pour Saint-Étienne. Après, les Clermontois peuvent être revanchards aussi, parce qu'ils peuvent se dire on s'est fait battre par des nuls. Bon. C'est vrai que c'est pas terrible. Ouais, et puis la fierté des Auvergnats face aux voisins, un peu trop. La France du foot pleure déjà Saint-Étienne, alors que on mérite pas forcément de se maintenir cette année. Allez, je vais dire 0-1 pour couvrir un potentiel bon pronostic de Roland. Je joue défensif. Ça joue tactique, ça joue à la Duprat. Et voilà, panache, y a rien. Si t'avais un peu de panache, t'aurais fait 0-2 ou 1-2, mais non, même pas. Tu vois, et non, ou 3-0 comme Paco ou Fouillas, tu vois. Vraiment, il y a zéro panache. De toute façon, toi, c'est ah là là, le René Girard de ce podcast. Quoi. Un homme qui est dur. Mais je suis un homme simple. Alors que moi, je suis le Söderlund. Moi, je la mets au fond comme dans les derbies. Là. Blam. Ah merde. Ah, j'allais parler de telenovela, mais là, ça partait plus en premier samedi du mois. Écoutez, messieurs, ça a été un long plaisir pour rester dans ce champ sémantique, mais c'était un plaisir de vous retrouver. L'ami Binouzarek qui est de nouveau là, c'est incroyable, historique, mais j'étais comme un poisson dans l'eau. Merci à vous. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du FAP. Et puis merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, encore une fois, d'avoir participé ce soir. Et on se quitte, c'est une tradition. Alors, je t'ai coupé la parole, Roland. Non, j'allais dire de rien. C'était un plaisir partagé. Et donc, on se quitte, c'est une tradition avec la chorale de la Divette. Jingle.